Voilà, vendredi 22 octobre, en direct de la galerie Mika du côté de Saint-Grégoire. C'est un lieu où nous nous trouvons ce matin, qui a été fondé en 2001 par Mickaël Chénaud à Saint-Grégoire. Donc, entre esthétique de l'usage et écologie visuelle, on explore ici les relations entre l'art et le design via la création d'objets contemporains. Des œuvres qui nous entourent ce matin, produites et qui naissent de la collaboration entre artistes de tous horizons et métiers d'art issus du territoire breton. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clément Lessort, je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu atypique, très chaleureux. Je peux vous dire que évidemment les conversations ont commencé bon train ici, c'est sans doute évidemment votre cas sur les territoires, parce que ces 4e éditions évidemment des universités de l'économie responsable portées par des héros ont une singularité. Elles en ont plusieurs d'ailleurs. C'est d'abord un événement interterritoire, 3 demi-journées que nous vous proposons. On a commencé hier à Angers pour le territoire des héros Anjou-Maine. Magnifique accueil du côté du siège du Crédit Agricole à Angers pour cette première demi-journée. Et puis, on poursuit donc ce matin du côté de Saint-Grégoire pour des héros Rennes. On aura le plaisir d'échanger dans quelques instants évidemment avec Gilles qui nous accueille ici. Et puis cet après-midi, vous le savez, sur Nantes à partir de 14h15. Donc 3 événements. Vous pouvez bien sûr continuer de réagir comme vous l'avez fait hier via le chat, en posant vos questions, faisant vos remarques. On aura le plaisir évidemment de répondre. Vous interpellez nos grands témoins. On aura le plaisir donc de répondre à vos questions à l'issue de ces séquences programmées. Donc premier grand témoin, très naturellement, pour ouvrir cette nouvelle journée, je me tourne vers François Guérin, le président du collectif des héros. Bonjour François, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Clément et bonjour à tous nos territoires. C'est un grand plaisir évidemment de se retrouver encore une fois ce matin, mon cher François. Peut-être, allez, commencer par un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a vécu, dire un petit peu ce qui s'est passé hier, et surtout qu'est-ce que vous avez envie d'en retenir, quels en sont les faits marquants, les faits saillants selon vous? Hier, on a vécu un moment fort et original. On savait qu'on avait lancé un format un peu hybride, donc il y avait aussi une prise de risque. Mais moi, j'ai ressenti un moment d'émotion, me disant à chaque fois que Marc nous passait des messages importants, qu'on les vivait sur différents territoires, tous ensemble, connectés tous ensemble, pas en présentiel direct, mais on savait qu'on était connectés. Et ça rejoint ce que disait Marc, c'est qu'on vit dans un monde où tout est connecté. Et je ressentais ça en même temps. Certes, on n'était pas ensemble, mais on était là à vivre un moment identique. Et ça, je crois que il y avait quelque chose de fort et émouvant dans cette organisation-là. Assez raccord finalement, il faut le dire, avec cette écriture de cet événement que vous avez voulu, je disais, cette spécificité de cette 4e édition des universités de l'économie responsable. Oui, on voulait surtout pas faire du distanciel, on a besoin d'être ensemble. Et puis, on a fait quelque chose qui est très d'héros hier. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le vivre quand on est en distanciel. C'est qu'on a besoin aussi de travailler sur soi et d'avoir aussi cet échange avec les autres. Et hier, Marc, il nous a emmenés sur quelque chose qui est le plus important, c'est notre alignement. Si on veut changer les choses dans son entreprise et dans nos modèles, travaillons d'abord sur soi. Allons au plus profond de soi-même, dans notre façon de vivre. Et ça, je crois que c'était très des héros. C'est, avant de parler de techniques et d'outils, parlons de nous-mêmes et parlons et changeons ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Pour celles et ceux qui nous rejoignent ce matin, François Guérin, vous avez évoqué justement hier ce jeu qui doit se transformer en nous. Alors on se change effectivement de l'intérieur avant de parler de sujets complètement opérationnels et stratégiques. Comment on se fait pour embarquer l'ensemble de ses collaborateurs dans les organisations aujourd'hui? Oui, ce nous aussi, Marc l'a évoqué hier, c'est quand on se change, il y a un phénomène aussi de mimétisme de l'entourage, il y a ça embarque. Et puis je crois que dans ce nous aussi, ce que j'ai dit hier, c'est le nous des territoires. Et Virginie Resson qui est intervenue à la fin et qui a parlé du grand défi des entreprises et de la convergence, c'est ça qu'on fait ici, ce nous. Quand on embarque tous nos territoires, il y a un phénomène beaucoup plus puissant de convergence de toutes ces forces pour faire rayonner nos valeurs et puis changer un peu les choses. Bon, une 4e édition pour terminer, François, mais qui prend lieu et place dans un contexte évidemment particulier, post-crise. Vous le voyez définitivement comme une opportunité justement d'engager, voire d'accélérer ces mutations, ces transitions? Oui, alors tout le monde rêvait du grand soir, du monde d'après. Je ne pense pas qu'il y aura de grand soir comme ça. Mais c'est vrai, et on l'a dit hier, que cet environnement post-crise
à accentuer des changements qui s'amorçaient. Et oui, je pense que c'est le moment effectivement d'accélérer. Ouais. C'est tout le propos évidemment de nos échanges durant ces 3 demi-journées. Merci mon cher François, vous êtes bien accompagné et nous sommes bien accompagnés avec Gilles Boccabé qui nous accueille évidemment sur son territoire des Héros Rennes. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous. Bonjour Clément, bonjour à tous les territoires. Bon, racontez-nous. Alors, on est dans un lieu évidemment un petit peu atypique. J'en ai parlé au début et sur un territoire aussi singulier. Parlez-nous de des Héros Rennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce territoire pour des héros que vous représentez? Alors, des Héros Rennes-Bretagne, c'est effectivement un des 4 rassemblements régionaux. Nous comptons aujourd'hui une trentaine d'adhérents, dont un cœur très motivé qui travaille chaque mois sur différents groupes de travail. Nous sommes parfaitement organisés désormais et à tel point que nous attirons les intérêts désormais. Et des actes de candidature viennent chaque semaine et nous avons l'obligation effectivement d'intégrer. À transformer chacune de nos sociétés, nous transformerons la société. C'est le travail effectivement de un individu, puis un groupe d'individus qui transformera la collectivité. C'est le travail que nous avons à faire. Ça fonctionne pas mal. Qu'est-ce que vous disent justement celles et ceux qui vous rejoignent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous sentez comme petite musique de ces dirigeants qui rejoignent des Héros Rennes-Bretagne aujourd'hui? Toute intriguée, toute personne qui vient vers nous, a priori, a une première sensibilité allumée. Reste à faire le chemin et nous le faisons ensemble exactement en participant, en réfléchissant ensemble, en testant, en prenant exemple, en s'inspirant. Voilà, c'est exactement ce que nous avons à faire, mois après mois, année après année. L'urgence nous prend, mais pas la précipitation. Et nous réfléchissons ensemble. François Guérin, donc président du collectif des Héros, a initié évidemment ces universités d'économie responsable avec l'ensemble de l'équipe opérationnelle. Comment ça s'est décliné sur les territoires? Comment est-ce que vous vous êtes impliqué dans la préparation de cette séquence? Alors effectivement, nous avons passé beaucoup de temps, les différents territoires, à réfléchir à ce format en sortie de crise sanitaire particulièrement. Le format hybride finalement se révèle pertinent, comme le disait à l'instant François. Nous avons ici, nous à Rennes, je peux le dire, en retour vers nos amis de Angers, parfaitement apprécié le travail produit. J'espère que nous pourrons aujourd'hui émettre un sujet aussi intéressant pour chacun d'entre vous et cet après-midi participer à un joli travail aussi. Hier, comme le disait François, on parlait de l'individu, la prise de conscience. Aujourd'hui, on va parler effectivement du vis-à-vis, de l'un envers l'autre, de l'un vers les autres, c'est-à-dire quelque chose de plus collectif. Et probablement cet après-midi, nous serons sur quelque chose de beaucoup plus résilient, environnemental. Donc, vous voyez bien que les 3 étapes, l'individu, le collectif et la société, sont illustrées là à travers ces 3 étapes. Et c'est exactement la prise de conscience que nous devons tous prendre, le chemin que nous devons tous prendre dans le parcours des héros. Et ce sujet évidemment des résiliences humaines qu'on va évoquer avec notre grand témoin dans quelques instants. Peut-être pour terminer, Gilles Boccabé, qu'est-ce que vous attendez, vous, justement, de cette 4e édition? Quels sont les enjeux? On sait qu'il va falloir remobiliser dans cette période évidemment post-crise, que la relation au temps, au travail a été altérée. En tout cas, elle sera définitivement modifiée. Ce ne sera a priori plus comme avant. Quels sont les enjeux de cette 4e édition? Qu'est-ce que vous en attendez? Avec quoi il faut repartir selon vous? Il ne faut pas qu'on s'effraie du changement de paradigme, d'une société qui évolue vite, qui effectivement nous prend parfois au piège. Les modèles d'hier seront pas ceux de demain. Et alors, nous devons simplement être en permanence en interrogation pour nous adapter, comprendre. Et c'est un travail que doit faire chaque chef d'entreprise, lourd. Il faut le reconnaître parce que la prise de conscience peut peut-être venir du chef d'entreprise ou de son équipe dirigeante, mais derrière, il faut diffuser, il faut faire comprendre. Et c'est le travail d'un chef d'entreprise en permanence, emmener vers une voie qui a du sens et la faire comprendre. Chaque chef d'entreprise ici présent sait de quoi je parle. C'est un travail de longue haleine. Il faut pas se laisser abattre. Parfois, on est un petit peu découragé parce qu'on répète sans cesse les choses, mais c'est un travail essentiel.
Nous sommes face à une situation où, comme jamais, l'histoire d'hier ne sera pas celle de demain, mais nous ne connaissons pas encore l'histoire de demain et nous devons participer à son invention. Et sans doute, évidemment, à l'écriture de cette histoire, de ces changements, avec ces enjeux d'embarquement qu'on évoquait à l'instant. On va retrouver en duplex, parce que c'est une séquence, évidemment, des héros Rennes, mais des héros Bretagne. On va retrouver Philippe Billon, qui nous écoute avec attention, évidemment, en duplex, président de des héros Brest. Bonjour Philippe. Bonjour Clément, bonjour François, bonjour Gilles, bonjour les DRO et bonjour les DRO en digital qui sont sur tout le Finistère. Merci d'être avec nous, mon cher Philippe. Bon, alors racontez-nous, qu'est-ce qui se joue là du côté de Brest, côté des héros Brest. Comment ça se décline de manière singulière là sur ce territoire qu'on aime beaucoup aussi? Ah ben je suis, en plus je vous accueille de loin et le soleil, donc on est vraiment bien gâtés. J'espère que c'est pareil pour vous. Juste un petit mot sur DRO Brest Finistère. C'est le dernier DRO en fin de compte qui a été créé après Nantes, Anjoumen et puis Rennes. Ça a été créé en 2019. Enfin, disons que la mise en place a commencé en 2019 et effectivement, on s'est mis en route à partir de 2020. En plus, le héros a commencé, je crois que c'est 3 ou 4 jours avant le confinement, donc c'est vrai que c'était assez bizarre. Mais des héros, en fin de compte, c'est pas depuis hier, hein, parce que en fin de compte, c'est l'émanation de notre ancien club développement durable du Finistère, donc qui a été créé en 2004 avec des chefs d'entreprise locaux, et donc en fin de compte, des héros n'est que en fin de compte que la suite de notre projet qu'on a mis en place il y a quelques années. En tous les cas, très heureux nous de participer à nos premières UR. Hein. Pour nous, c'est important d'y être. Et voilà, on est un petit peu observateur, un petit peu contemplateur. En tous les cas, je tiens à remercier ce qui a été fait hier. Je pense que ce que nous a montré hier Marc sur la frugalité et tout, je crois que c'était un moment exceptionnel. On était peut-être un peu frileux par cette situation-là de pseudo-distanciel, pseudo-présentiel. Pour moi, c'est une réussite, enfin, vu ce qui s'est passé hier, et j'espère qu'aujourd'hui, on sera pareil. Merci beaucoup, mon cher Philippe. Peut-être quelques mots aussi sur l'état d'esprit, l'état des troupes côté brestois dans cette période, évidemment, on le disait, singulière, inédite, exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on vous fait remonter là côté brestois? Sur la marque employeur, sur la RSE, on a des outils qui nous permettent aussi d'attirer du personnel, mais voilà, faudra travailler parce que là, on est en phase exponentielle un petit peu sur la partie économique du territoire. Mon cher Philippe, comment est-ce que vous percevez alors ce sujet qu'on va évoquer dans quelques instants avec notre grand témoin Jean-François Boisson, le sujet des résiliences. Vous parliez d'un territoire justement résilient. Comment est-ce que vous l'inscrivez vous dans cette 4e édition des universités de l'économie responsable? Je pense qu'on a des chefs d'entreprise, enfin je pense que c'est tout le territoire, et ceux qui sont chez DRO notamment, je pense que c'est les plus avancés là-dessus. On n'est pas assis sur un siège et puis attendre que ça se passe. Je crois que à chaque fois que nous avons quelque chose qui nous tombe sur la tête, voilà, je crois que nous tous, enfin collectivement, on a envie d'autre chose. On peut pas rester comme ça et on a envie de travailler pour faire travailler nos salariés aussi parce que c'est important. On a quand même toutes et toutes des salariés avec qui on travaille tous les jours. Donc, il est important, de les maintenir aussi en activité. Et je pense que la résilience, c'est ça. C'est, le chef d'entreprise résilient, c'est celui qui, en situation un petit peu atypique et un peu difficile, se remet en question et trouve des solutions pour, justement, garder un petit peu son entreprise hors de l'eau. Bon, merci Philippe pour évidemment ces propos introductifs, plus qu'introductifs, des éléments qui rappellent évidemment l'empreint de lucidité en tout cas et de pragmatisme sur ces enjeux, ces attentes, notamment concernant cette 4e édition des UR portée par des héros. Vous restez évidemment avec nous, particulièrement attentifs. On aura le plaisir de vous retrouver à l'issue de l'intervention de Jean-François avec Gilles pour un débrief, évidemment une synthèse, peut-être pas exhaustive, mais très subjective, en tout cas pour le coup, de ce que vous aurez envie de retenir de son intervention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Gilles, on vous retrouve tout à l'heure et François. D'abord quelques mots pour vous rester un petit peu avec moi parce qu'on va présenter Jean-François avant qu'il arrive. Il a occupé plusieurs postes d'ailleurs dans l'industrie depuis de longues années. Il a rejoint début 2000 le monde des startups. Il a occupé notamment des fonctions de direction d'administration et financière. En 2019, il a lancé une coopérative pour faire du conseil en organisation et proposer à des dirigeants de nouvelles formes de gouvernance. Ça s'appelle d'ailleurs Résilience. Il est expert APM sur le thème de la résilience organisationnelle. Et enfin, il est secrétaire général du Collège des Bernardins à Paris, en charge notamment de la transition numérique et de la mise en place d'une organisation dans laquelle la subsidiarité est pleinement vécue. On va en parler avec notre grand témoin. C'est Jean-François Boisson qui nous rejoint juste après ce jingle. Bonjour Jean-François. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un vrai plaisir, un honneur de vous retrouver, de vous accueillir sur cette 4e édition des UER. Alors je vous présentais en quelques mots un parcours quand même atypique, très hybride justement entre l'industrie, le monde du numérique, de la start-up et aujourd'hui pleinement engagé sur ces sujets de résilience. Ben oui, moi j'ai l'impression qu'on n'a plus bien le choix en fait. Et on parlait d'ailleurs en préparant avec Gilles, hein, on était beaucoup sur les questions, tout ce que le Covid nous a fait traverser. En particulier comment il a pu abîmer les relations, soit parce qu'on est resté enfermé, soit parce que tout d'un coup on s'est senti ostracisé avec ceux qui se faisaient vacciner, ceux qui se faisaient pas vacciner. Enfin, il y a le fait qu'on puisse aussi être à distance. Tout ça a beaucoup touché la qualité des relations qu'on peut avoir entre les uns et les autres. Et voilà, moi ça m'a renforcé dans tout ce que je fais depuis quelques années. Voilà, c'est ce que je peux essayer de vous partager aujourd'hui. Voilà. On va échanger évidemment avec vous. Vous partez de ce constat et vous profitez quelque part, en tout cas c'est une espèce d'effet d'opportunité de cette crise, de ce contexte sanitaire et toute sa cohorte de conséquences pour encourager justement les organisations, les dirigeants à bouger, à engager ces transitions, ces mutations. Oui, alors faut pas se réjouir forcément du malheur, mais à toute chose malheur est bon aussi. Et alors je suis un peu collapsionniste. C'est-à-dire que je suis persuadé que aujourd'hui le monde dans lequel on vit est en train de s'effondrer. Voilà, alors ça fait mal quand on s'en rend compte, et je pense que c'est une étape importante. En revanche, je suis plutôt optimiste, et je me dis que l'esprit humain a jusqu'à présent montré une forme de justement capacité à aller au-delà des difficultés. On va parler de résilience justement, et que donc il vaut mieux regarder les choses en face. Moi, j'étais beaucoup impressionné par le rapport Mido. On va fêter l'année prochaine les 50 ans du rapport Mido. Mido comme la prairie, pour ceux qui ne l'ont pas lu. C'est un rapport qui a été produit par des chercheurs du MIT en 1972. Et en fait, on leur a demandé de modéliser le système Terre à horizon 2100. Et donc, ils ont fait des calculs. C'était vraiment pas des militants, hein, c'était des gens, des statisticiens. Et en fait, ils ont trouvé. Vous lirez le rapport, il est un peu effrayant. Et en fait, leur conclusion, qui est frappée au coin du bon sens, consiste à dire, oui, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Et en fait, on est picousé à la croissance. Il y a encore Macron avec ses annonces l'autre jour, c'est 30 milliards pour la croissance. Hein, et on est persuadé que si on fait pas de croissance, on s'en sort pas. Alors, je ne suis pas décroissantiste. Oui, je crois que vous avez parlé de frugalité. Donc, ça, c'est vraiment un sujet intéressant. Mais n'empêche on est obligé, en tant que citoyen, en tant que dirigeant d'entreprise, de regarder ça en face et de se dire, c'est sûr que ça va bastonner, comme on dit. En particulier, ce qui est intéressant dans le rapport Mido, c'est que une courbe un peu effrayante, c'est la courbe de la population mondiale. On part de 3-4 milliards d'habitants en 70-72, on monte à 9 milliards en 2030, et pouf, après ça descend, et on finit en 2100 à 4 milliards. On dit, waouh, c'est chaud quand même. Hein. Et donc, catastrophes naturelles, épidémies, guerres, raréfaction de ressources, c'est autant de facteurs qui vont diviser par 2, finalement, la population mondiale en l'espace de 70 ans. Et ça, c'est pour, peut-être, nous, on va en voir un petit morceau. C'est sûr que dans les 10 ou 15 ans qui viennent, notre vie va être impactée par le changement climatique. Et donc, comment est-ce qu'on y fait face, en fait, à tout ça ?
Il s'agit plus de nos enfants et de nos petits-enfants qui seront directement concernés. C'est ce que vous nous dites en filigrane. Là. Oui, mais je pense qu'on va le voir. Mm. C'est-à-dire que c'est pas juste pour nos enfants, petits-enfants. Dans 30 ans, ça nous aura impacté, c'est sûr et certain, ça aura impacté nos vies, etc. Alors, là où vous dites je suis un peu optimiste, c'est que je pense que l'entreprise, dans tout ça, a un rôle particulier à jouer parce que moi, il me semble que c'est une structure sociale qui résiste très bien et qui traverse très bien tous les événements. J'ai envie de dire mieux que les religions. Alors, sauf les religions extrêmes, mais bon, elles ne sont pas là quand même pour durer. Mieux que la famille, mieux que l'État. On n'arrête pas de dire la faillite de l'État, la faillite de la famille. Enfin bref, et je trouve que l'entreprise, peut-être parce qu'elle est amenée à s'adapter tous les jours, davantage à toutes les situations, elle est un lieu particulier sur lequel on peut investir de l'énergie si on veut justement faire advenir un autre monde. En fait, tout à l'heure, Gilles disait transformer les sociétés pour transformer la société. Moi, je suis vraiment très aligné avec cette façon de voir. Je pense que les entreprises sont un puissant levier de transformation du monde, parce que si on est capable de diffuser dans ces entreprises d'autres manières d'être aux autres, d'autres pratiques, d'autres modes d'organisation, les gens ne rentrent pas chez eux en ayant posé ça au porte-manteau. Ils ramènent ça dans leur vie sociale, dans leur vie de citoyen. Et c'est un moyen de polliniser le monde. C'est pas les grands soirs, hein, mais c'est un moyen de polliniser le monde. Et pour moi, c'est vraiment super important. Une entreprise comme une structure sociale dans laquelle il faudrait investir davantage, selon vous. Ouais, c'est une chance incroyable. Mm. Et voilà, moi je pense que c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais en ce moment. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup interrogé et sur lequel j'ai travaillé ces dernières années. Voilà. Jean-François Boisson, qu'on vous comprenne bien, ça veut dire, alors quand vous parlez de faillite justement, de valeurs ou de structures comme la famille, comme la religion, comme peut-être le monde associatif, qu'on retrouve davantage aujourd'hui dans l'entreprise, est-ce qu'elle doit prendre forcément le relais poste pour poste ou compenser ce qu'on ne trouve plus ailleurs, forcément? Ouais, enfin, alors ce que je voulais, c'est pas trop lourd finalement. Non, mais il faut, bah oui, c'est comme, non, elle veut pas tout porter l'entreprise, mais néanmoins on y passe tous un certain nombre d'heures par jour, que ce soit une entreprise individuelle ou une entreprise au sens où la plupart des gens ici sont trop impliqués. Mais moi, ce qui me paraît important dans ce contexte-là, c'est de favoriser un autre élément, c'est la question de la coopération. Comment il y a des tas d'études. Alors, je vous cite un deuxième livre qui s'appelle L'entraide, écrit par Pablo Servigne. Alors lui, c'est un collaptionniste connu. Mais l'entraide, en fait, c'est sous-titré la deuxième loi de la jungle. Première loi étant la loi de la compétition, la loi du plus fort. Bon, et lui, il démontre, alors pour le coup, il est devenu militant, mais à la base, c'est un scientifique. Il démontre justement que, d'abord, dans le monde du vivant, il y a autant de coopération que de compétition. Alors là, c'est extrêmement documenté. Il y a une 40aine de pages de bibliographie à la fin. Et il démontre aussi que les sociétés humaines les plus coopératives sont les plus résilientes. C'est-à-dire qu'on va du coup amener à la définition de la résilience. Pour moi, la résilience, c'est la capacité à traverser des crises pour en ressortir transformé et intègre. Donc il y a la notion de traverser. Souvent, on dit on va affronter les crises. Là, on part. Bon, aucune chance. Les crises, elles vous balayent plus vite que ça. Donc, on est vraiment dans une attitude de surfeur ou de judoka. Et donc, comment est-ce qu'on peut tirer parti, alors, même si c'est pas forcément, voilà, ça fait paraître bizarre, hein, le côté opportuniste, mais de la force, de l'énergie, de cette crise, de ce choc. Mais alors, voilà, surtout pas imaginer les affronter. Comment on peut les traverser pour en sortir transformé. Alors, le mot transformatif, il est super important. C'est-à-dire que l'idée du retour à la normale, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Et on revient jamais à la normale, et Dieu merci. Ça veut dire qu'on a évolué. Et il y a le mot intègre qui est important. C'est-à-dire qu'on peut traverser des crises, en ressortir, mais tellement cabossé que finalement on n'est plus soi-même. Et pour moi, dans l'entreprise, l'intégrité, c'est lié au respect des valeurs. Et donc, on peut changer de mode d'organisation, on peut changer de modèle économique, on peut diviser la taille par deux, on peut faire plein de choses, pourvu qu'on soit fidèle aux valeurs. Voilà. Et si on fait ça, ben, je pense qu'on a les moyens justement d'aller plus loin. Jean-François Boisson, est-ce qu'il n'y a pas quand même la tentation, on peut se le dire, on est entre nous, de revenir justement au monde d'avant, de reprendre ces vieux démons, ces vieux réflexes quand on fait l'apologie en théorie de ce que devrait être le monde d'après, de changement, de ces mutations? Oui, si, on peut toujours avoir envie de revenir en arrière. Bien sûr, moi, bon, c'est pas ma nature, mais et je pense que les chefs d'entreprise aussi sont vraiment dans cette dynamique d'essayer de trouver des solutions en permanence. Moi, ce que j'ai observé, c'est que
alors pour avoir travaillé le sujet pas mal et puis en avoir rencontré et puis en avoir lu, voilà, les entreprises qui sont résilientes aujourd'hui, souvent, d'abord, elles arrivent à différer des bénéfices immédiats dans le futur. Et c'est pour ça que je pense que souvent les entreprises familiales ou avec des capitaux dits non financiers sont plutôt mieux placées parce qu'elles peuvent se dire bon, je prends rien cette année et peut-être même rien l'année prochaine parce que en fait, je travaille pour les générations futures. Ça, c'est un vrai facteur de résilience. Et je crois qu'hier, vous avez évoqué la question du plaisir et du bonheur. La distinction entre voilà, plaisir et bonheur, exactement. satisfaction des besoins immédiats et les capacités de se projeter. Et ben en fait, il faut être capable de se dire bon là, je prends pas de plaisir cette année et j'en prendrai peut-être, mais en revanche, je serai toujours vivant dans 10 ans. Ce qui est une forme de frugalité. Absolument. Donc ça c'est un point important. C'est des entreprises aussi évidemment qui travaillent l'excellence. Ça c'est sûr qu'on peut pas être durable si on travaille pas à un bon niveau. C'est des entreprises aussi qui sont très près du terrain. Et puis, c'est des entreprises dans lesquelles on a mis en œuvre, ça c'est ma théorie, on a mis en œuvre ce que j'appelle des leviers de résilience. Alors, j'en ai identifié 5. Si on a le temps, on pourra en passer quelques-uns en revue. Mais le premier, c'est la capacité à donner du sens. Alors, on parle beaucoup des questions de raison d'être aujourd'hui. Et ça me paraît essentiel. Pour moi, c'est le socle. Si on n'est pas capable de dire à des gens, et que ça soit conscient, on va par là, et voilà pourquoi on y va, et qu'on le dise avec sincérité, et pas pour manipuler, je pense que on est au risque du coup de ne pas arriver à fédérer les énergies, et que ça se disperse, et que les gens viennent là juste pour toucher leur salaire à la fin du mois, et pas pour faire autre chose. Donc le sens. 2, il y a la capacité à travailler de manière écosystémique. Donc un écosystème, c'est toutes les parties prenantes, et comment en fait on est d'abord là pour créer de la valeur sociale. Donc on est toujours dans le mot de la relation dont on parlait au tout début, comment on crée de la valeur sociale, cette valeur sociale étant elle-même productrice de valeur économique. Mais en second, si on essaye de capter ou d'extraire un écosystème, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'invite souvent les gens à ne pas confondre écosystème et égosystème. L'écosystème, on en est le centre. Ça commence pas bien dans ces cas-là. Ce qui suppose un changement de paradigme quand même profond, oui, de changer le social ou en tout cas contre l'économie. Mais c'est un changement aussi du dirigeant. Comment le dirigeant lui-même, il est capable d'opérer cette, j'ai l'impression qu'on veut dire, de conversion intérieure. Et il y en a qui arrivent très bien, il y en a qui arrivent parce que c'est tellement dur et tellement piquant qu'ils n'ont pas le choix. Mais en tout cas, il y en a qui n'y arrivent pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça vient beaucoup du dirigeant. Le troisième levier, c'est la capacité à faire coopération. Alors, on peut dire partager le pouvoir. Ça pique toujours un peu quand on dit ça, mais derrière, on va chercher des questions de posture managériale, on va chercher des modes d'organisation. Moi, je suis toujours frappé par cette société hollandaise qui s'appelle Buurtzorg. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui fait partie des entreprises dites libérées. Je ne suis pas trop libéré de quoi, mais enfin bon, en tout cas, elles sont emblématiques. C'est quand même une boîte de 11 000 personnes. Il y a 50 personnes au siège. Ils font du soin à domicile. Et en fait, ils se sont organisés par petites équipes d'une 12aine de personnes qui sont autonomes pour le recrutement et pour la planification des soins. Et ils ont un système d'information où ils partagent les bonnes pratiques entre eux au niveau national. Ce qui est incroyable, c'est que non seulement, évidemment, il y a une rentabilité de dingue dans cette boîte, mais en plus, les patients guérissent mieux et plus vite que dans la concurrence. Donc voilà, ça c'est un exemple d'organisation où le pouvoir est extrêmement partagé et donc et qui est particulièrement efficace. Je finis juste rapidement mes 2 autres leviers. Le premier. Rapidement, ouais. Alors aussi, je réagis en direct et spontanément à ce que vous dites. Vous prenez un exemple hollandais. Oui. Bon, très contextuel, une culture très différente de la nôtre. Est-ce que c'est duplicable ce type de modèle dans une culture française plus latine par définition que protestante, par exemple? Il y en a plein. Après, il y a un système qui s'appelle la sociocratie en France. Alors, c'est toujours des vilains mots, mais c'est intéressant, c'est ce qu'on fait derrière de tout ça. Moi, j'ai accompagné une petite société qui produit des cosmétiques bio, vegan en région parisienne. Alors c'est une société qui faisait 100% de croissance par an. Voilà, les pauvres, j'ai envie de dire. Et leur vrai souci, c'était, ils étaient pas 200, mais leur vrai souci, c'était de se dire comment est-ce qu'on est capable d'absorber cette croissance qui était due à la qualité de leurs produits. Donc à se structurer, parce que quand on grandit, si on se structure pas, on s'effondre, tout en gardant de l'agilité.
Voilà. Alors, dans cette structure-là, on a organisé ce qu'on appelle une gouvernance par cercle. C'est-à-dire qu'il y avait un cercle pour la production, il y avait un cercle pour les clients, il y avait un cercle pour l'innovation, il y avait un cercle pour l'administratif. Et en fait, dedans venaient des salariés volontaires. On leur donnait un budget. C'est pas de l'autogestion, hein. Mais on leur donnait un budget, on leur donnait un périmètre de responsabilité. On fixait le cadre, super important. On leur apprenait comment faire des réunions utiles, où on décide, et non pas seulement où on parle. Et puis, c'est incroyable. Alors ça, c'est typiquement une organisation très scalable, comme on dit. C'est-à-dire que si vous soyez 50 ou que vous voyez 500, ça fonctionne. Dans toutes les dimensions. Bon, d'autres marqueurs de résilience que vous souhaitez évoquer? Alors le quatrième, il est un peu difficile, celui-là, c'est le partage de la valeur. C'est-à-dire que c'est bien de partager le pouvoir, mais un jour, on va vous dire, et moi, je voudrais avoir un morceau du gâteau. Alors, les entreprises partagent déjà énormément de valeur. Elles payent des impôts, la participation, l'intéressement, elles font des dons, elles font des remises de fin d'année à des clients ou à des fournisseurs. Enfin bref, il y a déjà beaucoup de partage de valeur. Mais c'est quand même un sujet sur lequel il faut s'interroger, peut-être trouver d'autres manières de le faire. Et puis travailler là-dessus parce que forcément, quelque part, le portefeuille n'est jamais très loin du cœur et donc ça touche toujours beaucoup. Voilà. Et le dernier, je l'aime beaucoup, c'est-à-dire que de même que le socle, c'est vraiment lié à la raison d'être et donc au sens, la clé de voûte, c'est une culture, j'appelle une culture du prendre soin. Le care. Voilà. Le fameux care. Le care en anglais. Mais voilà. Alors c'est intéressant parce que d'abord, c'est vraiment culturel. Vous pouvez pas obliger quelqu'un à prendre soin de quelqu'un d'autre. Soit ça vient du cœur ou des tripes, mais ça peut pas venir du mental. Et donc, on est vraiment dans comment est-ce qu'on est capable d'instaurer ou de créer les conditions avec une organisation, avec des process, avec des nouvelles compétences, des formations. Comment est-ce qu'on est capable de créer cette culture où on prend soin? Donc, on revient aux questions de relations du début. Parce que si on prend pas soin des gens, moi, ma conviction profonde, c'est qu'on va jamais très loin. Alors, prendre soin des gens, c'est pas Mère Teresa. On doit pas, ça vraiment, si c'est pour infantiliser les gens, voilà, le paternalisme a une forme d'intérêt pour ça, mais ce n'est vraiment pas un objectif. Je peux donner deux exemples où on peut déployer le prendre soin. Le premier, il y a sans doute pas mal de personnes d'entre vous qui ont des sociétés industrielles dans lesquelles il y a des questions de sécurité. Qui sont un sujet majeur. Un sujet majeur. Voilà. Alors, on peut prendre la sécurité par l'angle de la réglementation, et bien sûr qu'il faut respecter la réglementation, il n'y a pas de débat là-dessus. Et moi, j'ai expérimenté dans un établissement public qui récupère des déchets et les valorise dans la région de Bordeaux, le fait d'aller un cran plus loin, donc c'est des gens qui sont amenés à se blesser s'ils font pas attention, parce qu'il y a des presses, il y a des gros camions, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, on a dit, mais en fait, quand Michel là, il va sur la machine et qu'il a pas mis ses gants de protection, si tu le vois y aller, tu fais pas genre j'ai pas vu. Tu vas le voir. Puis d'ailleurs, tu as senti en même temps que peut-être qu'il avait forcé un peu sur la bouteille à midi. C'est ta responsabilité de le faire partir, non pas parce que c'est écrit dans un papier, mais parce que le gars là, c'est ton frère, c'est ton pote. Et donc, quand on prend les sujets comme ça, évidemment que ça se fait pas du jour au lendemain, qu'il faut travailler, qu'il faut discuter. D'ailleurs, ça fait rentrer les représentants du personnel aussi dans le jeu et c'est vraiment intéressant pour ça. Et on prend les questions de sécurité pas seulement sur un plan réglementaire c'est rébarbatif et personne n'a envie de faire ça, mais en fait on dit faites attention à vos collègues en fait. C'est des êtres humains, ils sont juste là à côté, ils ont des enfants, ils ont une vie. Comment est-ce qu'on en prend soin? Donc là c'est de l'empathie, c'est de l'implication, oui. C'est de l'engagement finalement des uns et des autres. Oui. Est-ce que ce sont des valeurs, vous avez parlé de valeurs comptables, analytiques et de son partage tout à l'heure. Sur les valeurs morales, finalement, qu'est-ce qu'on trouve comme valeurs constituantes de ces entreprises dites résilientes, celles que vous évoquez depuis le début de nos échanges? Alors moi, je pense et vous continuez bien sûr de poser vos questions. Pardon Jean-François, j'en profite évidemment pour faire le petit moment de promotion, parce que vous posez vos questions, on aura le plaisir de les relayer bien sûr à Jean-François dans quelques instants. Ça se fait via le chat, la plateforme que vous connaissez, et donc on aura le plaisir d'y répondre dans quelques instants. Jean-François. Moi, je pense que la principale valeur, c'est la confiance. Parce que sans confiance, il n'y a pas de coopération. Vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas confiance. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a des marqueurs de réputation partout. Vous ouvrez LinkedIn, vous pouvez connaître a priori quelqu'un. Mais vous ne connaîtrez jamais aussi bien quelqu'un que tant que vous n'avez pas expérimenté et fait des choses avec lui. Donc ça, c'est l'étape d'après. C'est comment est-ce qu'on peut, à travers même une entreprise où c'est souvent très siloté, où c'est bien, les gens se parlent pas, il y a des sacs de sable partout,
comment est-ce qu'on peut petit à petit instaurer de la confiance? Parce que la confiance, c'est la base de la relation. Et là, alors, on est tous bien placés pour le savoir, hein, ça met des années à se construire et ça se crame en 2 secondes. Hein. Mais il faut travailler inlassablement. Je peux vous donner un exemple qu'on a fait au Collège des Bernardins, assez rapide. Donc c'est une institution plutôt pyramidale, comme on dit, hein, où ça descend. Et puis voilà. Donc on a eu à traiter, enfin, les salariés nous ont demandé de traiter la question de monter une charte du télétravail. Forcément, après toutes ces années tous ces mois de confinement, c'était un sujet. Et donc, plutôt que d'imaginer quelque chose au comité de direction avec la responsable RH et de faire redescendre tout ça, moi j'ai demandé, on a trouvé 8 salariés volontaires. Et je leur ai dit, voilà, c'est très simple. Règle numéro 1, faites simple. Règle numéro 2, tout ce que vous allez pouvoir proposer, il faut vous assurer que chacune des personnes qui travaille ici va pouvoir vivre avec. Pas dire que c'est la meilleure solution, mais elle va pouvoir vivre avec. Voilà, c'était les 2 seules règles. En 2 mois, ils m'ont sorti un truc, mais absolument excellent. On l'a passé en comité de direction pour info, donc c'était pas pour validation. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que les salariés ont fait l'expérience que la direction, entre guillemets, leur faisait confiance et qu'ils étaient capables de produire quelque chose collectivement de qualité sur un sujet qui n'est pas cœur business. Enfin, quand même, ça touche le social, donc c'est pas banal. Et inversement, la direction a fait l'expérience que les salariés lâchés dans la nature, ils faisaient pas n'importe quoi. Ils étaient capables de produire des documents de qualité. Et donc, c'est un processus qui enclenche des espaces de confiance entre les gens. Voilà. Donc la confiance, c'est vraiment super important. Et je pense aussi que à partir du moment où il y a confiance, il y a 2 autres valeurs importantes qui émergent. La première, c'est la capacité à prendre des responsabilités. Comment est-ce que chacun et chacune prend des responsabilités et devient autonome. Responsabilité, autonomie. Alors c'est super difficile parce que dans le monde de l'entreprise, la hiérarchie, elle est hyper pratique. Plein de gens qui vont se cacher derrière en se disant, ou comme ça je suis à l'abri, c'est le patron qui décide, moi, ou mon chef ou de service, ou mon contremaître, je sais pas quoi. Là, je suis tranquille, je suis à l'abri. Donc il y a un travail quand on veut rentrer dans ce type de démarche. Il y a un travail d'abord pour identifier ceux qui ont peur, et on ne peut pas dire c'est mal qu'ils aient peur, ils ont vraiment peur. Et donc comment est-ce qu'on va petit à petit les apprivoiser et leur faire expérimenter que ça fait pas mal et que au contraire ils ont tout à y gagner. Mais c'est un travail qui va pas de soi, hein, y compris dans les codires. Donc c'est pas parce que c'est plus haut ou plus bas, il y a les mêmes angoisses, les mêmes peurs de mon Dieu, ça y est, je m'expose en fait. Hein. Et pourtant, c'est des gens qui ont des familles, qui sont dans le monde associatif, prennent des responsabilités tous les jours. Tout d'un coup, lobotomisés dans le monde de l'entreprise. Voilà. Donc, on a un vrai travail en tant que dirigeant d'entreprise à faire sur le thème de la confiance pour restaurer ou améliorer la qualité des relations, parce qu'en fait, voilà, c'est le moteur du système de demain, et d'aujourd'hui d'ailleurs, ou de toujours, hein, mais on l'a peut-être un peu oublié. Vous évoquez évidemment ce temps qui est nécessaire, c'est de l'investissement, c'est par définition chronophage. Est-ce que ça peut faire peur à nos dirigeants qui se disent finalement j'ai d'autres priorités, d'autres urgences, particulièrement dans le moment que nous vivons? Ce sont des sujets qu'on traitera plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Non, il y a l'urgence qu'on veut bien se donner. Hein. Pareil, il n'y a pas d'injonction à la résilience, c'est-à-dire que se rappeler que la résilience, dès lors est consubstantielle aux êtres vivants, donc que ce soit des êtres vivants, voilà, ou des entreprises qui sont des corps sociaux vivants. Donc on ne devient pas résilient, on est résilient et on peut cultiver cette résilience. Voilà. Et après, c'est une question de priorité. Et c'est sûr que si la boîte est au bord du dépôt de bilan, parce que ça a été dur ces derniers mois, on va commencer par empêcher que ça coule complètement. Mais mon expérience, c'est que les dirigeants qui s'embarquent dans ce type de démarche, soit ils ont été inspirés, ils ont vu une conf, ils ont vu voilà, ou quelque chose, ils ont lu un bouquin, ils ont dit oh, mon Dieu, la lumière c'est par là, et alors là ils sont partis. Soit en fait ils sont dans une situation extrêmement critique. Je pense toujours à Alexandre Girard qui avait donc Chronoflex, hein, qui a démarré ça. Lui, il a démarré sa démarche en 2010, voilà. À la suite de la crise de 2008, où il a dû licencier 200 personnes, je crois, dans sa boîte, dont des gens qui l'appréciaient énormément. Et en fait, il a tellement souffert qu'il s'est dit, je peux pas. Pouf, il a démarré autre chose. Donc, mon expérience, c'est que vraiment, on est tous fait pareil. En fait, si on peut éviter des problèmes, on va éviter les problèmes. Et donc, finalement, souvent, on se met en chemin quand vraiment on n'a pas le choix. Voilà. Ça veut pas dire que c'est trop tard,
mais ça veut dire qu'il faudra peut-être aller plus vite ou que ça va piquer un peu plus. Voilà. Et donc sans doute très humain, d'avoir besoin de l'adversité pour engager des changements. C'est peut-être ce que nous vivons pour le moment. Pour passer du jeu au nous, ce qu'on évoquait avec François Guérin tout à l'heure, de ces actions individuelles aux actions collectives, est-ce qu'il faut passer par une mise en récit justement de ce que vous évoquez pour que ce soit partagé, préhensible? C'est l'intérêt des sujets de raison d'être. Vraiment, moi, la raison d'être, alors ça a été introduit dans la loi Pacte, et je me souviens avoir assisté à des confs horribles où on disait trouvez-vous vite une raison d'être. La raison d'être, elle se trouve pas, elle est là. Il faut juste la faire émerger. Et bien souvent, elle est liée aussi à la propre énergie du dirigeant. Je dis aux dirigeants, mais alors au fond, pourquoi vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui fait que vous allez passer 15 heures là-dedans, galérer vos week-ends, parfois vos nuits dans la boîte? En fait, ça, c'est assez lié à la raison d'être de l'entreprise. Et donc, la raison d'être, c'est un travail à faire qui est pas très simple. Hein. Évidemment, c'est qu'est-ce qu'on a comme vision, comment on veut réaliser ça. C'est plutôt les missions. Moi, j'aime bien travailler derrière avec 3 valeurs, hein, pas plus. Parfois, il y a 10 valeurs. C'est un sapin de Noël, on s'y retrouve plus. C'est quoi qui est important et qu'on dise pour chaque valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Sur le mot confiance, par exemple, il y a des voix qui disent le mot confiance. Qu'est-ce que ça veut dire confiance chez nous et jusqu'où on va? Il y avait un dirigeant que j'avais vu autour de Paris. Il avait une boîte liée dans le monde de location d'engins de chantier. Donc, et il avait beaucoup travaillé la question du carbone. Il avait divisé par pratiquement 2 sa consommation de carbone en quelques années. Et lui, il disait on veut être les champions. Ah non, nous, les champions de l'environnement. Ah, j'ai dit super. Est-ce que tu serais prêt à perdre un client pour respecter ta raison d'être? Voilà, un petit moment il m'a dit non. Je dis alors dis pas que tu es champion du monde. Hein, c'est pas grave et c'est légitime de pas vouloir perdre un client. Après, quand on est très avancé, on peut être prêt à perdre un client parce qu'on veut vraiment prendre des décisions difficiles pour respecter sa raison d'être. C'est une preuve de sincérité absolue. Mais voilà, on peut pas lui reprocher de pas perdre de résilience, mais à ce moment de clients. Mais à ce moment-là, il faut pas qu'il explique qu'il est champion du monde de l'environnement. Hein, donc la sincérité, c'est hyper important dans ces moments-là. Et moi, j'aime bien dire que la raison d'être, c'est à la fois le cadre du travail individuel. Hein, donc dans quoi on travaille, et chacun est capable de se poser la question du gars qui est dans l'usine en bas ou au codir ou même au patron, est-ce que la décision que je prends là, elle est de nature à nourrir ma raison d'être de l'entreprise ou pas? Et la nourrir plus ou moins. Du coup, ça donne beaucoup d'autonomie. Donc c'est très intéressant dans ce sens-là. Et puis évidemment, ça donne le sens de l'action collective. Et c'est ça le lien en fait. Hein. Je trouve que on gagnerait tous à faire cet exercice. D'ailleurs, on l'a fait au Collège des Bernardins quand je suis arrivé. On a réactualisé la raison d'être qui était pas claire. Et en fait, ça change vraiment beaucoup de choses. On remet les énergies. Il y a souvent des gens qui partent dans ces cas-là parce qu'ils sont pas alignés avec la raison d'être. Hein. Il s'agit pas d'avoir une seule tête, hein, mais il faut être convergent. Et en fait, ils sentaient déjà depuis un certain temps qu'ils étaient plus bien à leur place. Et puis pouf, ah ouais, c'est évident en fait. Et ils s'en vont. Il faut accepter ces départs. Mais c'est même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ah, s'ils partent tous, c'est pas bon signe. Mais ça va être compliqué. C'est pas facile. Mais s'il y en a quelques-uns qui partent, tant mieux. Parce qu'en fait, on s'en rend compte après coup, c'est des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, des sacs de sable, des freins, des boulets, tout ce que vous voulez, en permanence en fait, le reste du temps. Donc quand ils sont plus là, au revoir, bonne chance. Jean-François Basson, vous évoquez cette idée évidemment de raison d'être, peut-être de mise en récit effectivement pour le partage. Comment est-ce que on mesure cette appropriation, cet engagement collectif? Est-ce qu'il y a des indicateurs clés? Est-ce qu'il y a des moments pour le faire, des relevés de compteurs, si je puis dire, pour mesurer cet engagement collectif, cette adhésion aux valeurs de l'entreprise? C'est hyper dur. Alors, je pense pas qu'on puisse... Pour une mesure objective. Oui, je pense que c'est difficile de mettre un baromètre pour voir si les gens sont plus ou moins réceptifs. Ce qui est intéressant, c'est de faire la démarche sur la raison d'être de manière collective. Alors, ça dépend de la maturité de l'entreprise. On peut faire soit du bottom-up, c'est-à-dire qu'on fait même s'il y a plusieurs milliers de personnes, on peut faire ça comme ça. On peut organiser, ça monte, hop, et ça émerge. Bon, il faut une petite maturité et surtout une capacité à travailler collectivement. Mais j'ai pas mal d'exemples où on a commencé à poser les sujets entre associés ou dans un codir, et puis après ça a été partagé collectivement et ça a été bonifié. C'est-à-dire que les dirigeants sont venus présenter, enfin comme s'ils avaient, c'est leur grand oral en fait. Hein, voilà, nous on a réfléchi, on pense qu'on est comme ça. Et en fait on demande aux collaborateurs, il faut vraiment tous les impliquer pour le coup, hein, de se dire en fait comment est-ce que par rapport à ça, comment est-ce que je me sens?
qu'est-ce qui m'inquiète, qu'est-ce qui m'inspire, comment est-ce que je pourrais m'y insérer ou pas. Ça permet de débugger un certain nombre de points. Et puis petit à petit, ça se construit, ça se formalise, et puis ça se partage, ça s'actualise, et surtout, c'est des éléments hyper importants, par exemple, pour le recrutement. Hein. Alors, c'est intéressant de l'actualiser régulièrement, de faire des rendez-vous, des réunions, pour se dire, bon, en fait, est-ce qu'on vit toujours ça de la même manière? Parce que l'entreprise change, et la raison d'être, elle n'a pas vocation à changer du jour au lendemain, mais hop, elle peut se corriger un petit peu. Donc ça, c'est un moyen de réactualiser ça en permanence. Alors vous évoquez justement l'enjeu autour du recrutement. Ça a été notamment évoqué par nos témoins en introduction, par Philippe et Gilles. La marque employeur, attirer très bien, fidéliser encore mieux. Comment est-ce qu'on fait pour construire des relations durables dans les entreprises, des relations humaines finalement? Bon, je reviens aux questions de confiance et de sincérité. Hein. C'est-à-dire que si vous annoncez quelque chose et que vous ne le faites pas, c'est hyper dissonant, et le moindre salarié va repérer ça et il va se dire mais en fait on me prend pour un imbécile. Encore plus pour les générations dites millennials qu'on a aujourd'hui, très attentifs, qui ont besoin d'énormément de sens et qui sont capables de partir du jour au lendemain juste parce qu'on les a pas regardés comme il faut, parce qu'on leur avait dit chez nous on regarde les gens comme il faut. Et c'est une exigence en fait. Hein. Et pareil, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc comment est-ce qu'on peut petit à petit, faire évoluer et faire en sorte que on crée toujours ce climat de confiance, on est toujours dans la relation, mais de la relation sincère. Ça fonctionne pas sinon. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas durablement. Voilà. Est-ce que ça veut dire, quand vous évoquez cette génération de millennials, ou en tout cas plus jeunes aujourd'hui, la relation au travail et au temps a changé, elle a été altérée notamment par cette crise et avec des effets d'accélération. Aujourd'hui, ce sont les futurs collaborateurs qui recrutent les entreprises et plus l'inverse. On a un changement de paradigme aujourd'hui. Oui, alors pas partout, hein. Mais c'est sûr que il y avait, je sais pas, c'est l'année dernière où il y a ces jeunes polytechniciens qui ont écrit à Total en disant non les gars, plus jamais. Des gens des boîtes comme Bayer ont du mal à recruter. Enfin bon, et j'ai presque envie de dire tant mieux. En même temps, il va bien falloir continuer à chauffer. Et donc ou à faire tourner les voitures. Donc on a encore besoin un peu de pétrole pendant un moment. Donc comment est-ce que ces gens arrivent? C'est un vrai souci. Et une fois encore, on va fédérer les gens sur la raison d'être. Voilà. Et ça veut dire que ce sont des attentes fortes. Je reviens à mes entretiens de recrutement. Quelles questions les jeunes justement collaborateurs ou celles et ceux les talents qui rejoignent les organisations aujourd'hui posent dans les entretiens de recrutement aujourd'hui? On vous interpelle pas, on vous attend pas forcément sur la REM. Bon, ça vient évidemment un moment, mais sur la politique de GPEC ou de formation, sur le contrat ou en tout cas l'aménagement du temps de travail, sur les engagements mécénaux, comment ça fonctionne? Alors, je ne sais pas s'il faut généraliser, parce qu'évidemment, c'est très différent selon qu'on est dans des agglomérations importantes, plus à la campagne. Ça dépend aussi des niveaux de recrutement, mais c'est sûr que tout le monde a besoin de bouffer, donc il faut bien gagner de l'argent un jour, mais à un moment donné, c'est vraiment important d'arriver à donner du sens à l'engagement. Donc, pourquoi ces gens vont passer, une fois encore, 8 heures par jour là-dedans, et pas dans une association pour aider n'importe quel sujet en fait, hein, pour aider des artistes, bien, par exemple, comme ici. Voilà, pourquoi ils font ça. Donc c'est vraiment important dans l'explicitation qu'il y ait un fit avec la raison d'être. Et c'est ça qui les attire. Quand ils se sentent bien, ils y donnent à fond. Je voudrais qu'on revienne aussi, parce qu'on l'a un peu évoqué, sur cette période post-Covid. Vous parlez-vous de trauma du Covid? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement moi, je trouve que dans votre esprit? Comment ça peut justement être un effet accélérateur, ce que j'évoquais pour ces mutations? Moi, je trouve que les gens ont souffert. Enfin, à chacun à sa manière. Hein. Moi, j'adore boire des bières. J'étais privé de bière pendant longtemps. C'était triste. Alors, on les boit à la maison, mais c'est pas pareil. Elles sont moins partagées. Il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas le ting-ding des shops. Enfin bref. Donc non, mais sans rire, c'était dur, mais c'était pas comme des gens qui vivent comme il y avait dans les quartiers autour de Paris, des gens qui vivaient dans des conditions quand même très difficiles, surtout pendant le premier confinement, ou qui ont perdu leur job et tout. Enfin voilà, il faut relativiser, mais et leurs proches aussi. Et voilà, et leurs proches. Mais voilà, moi, évidemment qu'on a, enfin on va pas partir là-dessus, mais évidemment qu'on a été il y a eu un certain nombre de mesures qui nous ont abîmé peut-être la liberté qu'on pouvait avoir avant.
Elles ont été entamées, en tout cas. Voilà, en liberté de se déplacer. Là, on est surveillé, on est PCRisé. Enfin, on est fiché. Je pense, voilà, je sais pas si on est bien fiché, mais enfin, en tout cas, on est fiché. Moi, là où ça m'a touché, c'est sur les questions, ce qu'on disait en introduction, sur les questions de relations. Toujours pareil, hein, comment est-ce que les relations ont été altérées. Alors, j'aime bien travailler sur la question de quand on a travaillé sur le numérique, on s'est dit le numérique, ça déshumanise, voilà, et c'est pas terrible et tout. C'est vrai que je préfère voir les gens en vrai, et si on avait dû faire la conf à distance, on l'aurait faite à distance, mais c'est quand même moins sympa que vous avoir ici en chair et en os. Mais pour autant, moi je trouve que comment est-ce qu'on, ça a abîmé les relations, et pour moi, c'est vraiment une invitation à faire tout ce qu'on peut, chacun là où on est, avec ce qu'on a, nos histoires, parce que voilà, on n'est pas tous fait pareil, pour arriver à créer cette espèce de fraternité. Il y a plein de gens. Je pense qu'il y a Jean-Pierre Mignard qui avait écrit, c'est un ancien conseiller de François Hollande, qui avait écrit gardien de nos frères. Je trouve ça intéressant. Alors, pour quelqu'un qui était pas forcément chrétien, c'était intéressant parce que ça faisait référence au meurtre de Abel par Caïn. Et oui, en fait, on est vraiment gardien de nos frères, en fait. Gardien pas pour les enfermer dans un enclos, hein, mais pour en prendre soin. Et c'est un vrai changement de paradigme, une fois encore, parce que on nous a appris que la loi du plus fort, c'est quand même la loi qui doit prévaloir. Et en fait, la loi du plus fort, ça va pas très bien avec prendre soin. Donc, comment on est capable de lâcher ce truc-là qui nous rassure beaucoup pour aller vers les autres autrement, y compris dans le monde de l'entreprise où on peut dire là c'est business, il faut gagner notre vie. Oui et non, en fait. Hein, c'est un espace social, et donc l'homme est un animal profondément social. C'est probablement grâce à cette sociabilité qui s'est aussi bien développée, en tout cas sur la planète. Et donc, comment on prend soin de ça ? Comment, dans ce monde qui nous a vraisemblablement déshumanisé, parce que super financiarisé, avec des enjeux qui nous dépassent. Je crois vraiment pas, je suis pas dans la théorie du complot du tout, mais le fait est qu'on est quand même emporté dans des dynamiques qui sont pas qui abîment en fait notre humanité quelque part. Comment est-ce qu'on est capable de reconstruire du lien ? Et je pense que justement le Covid, enfin toutes ces périodes-là ont été aussi l'occasion de voir à quel point les gens avaient ça profondément au fond d'eux, et qu'il y avait plein de moments de solidarité dans les entreprises, dans les quartiers, tout ça qui émergeait. Et voilà, faut peut-être s'appuyer là-dessus pour trouver un monde vraiment résilient, durable. Durable aussi parce qu'on aura fait attention, pas seulement aux êtres humains, mais aussi à la nature, avec laquelle on est profondément lié. C'est peut-être aussi une leçon de cette période, c'est que en fait, depuis Descartes, on nous a appris qu'il y avait l'homme et la nature, en fait, en gros, et qu'il fallait maîtriser cette nature. Ce qu'évoquait d'ailleurs Marc de la Ménardière hier, justement, voilà. ce rapport de domestication, de domination de la nature. De domination. Alors c'est intéressant d'ailleurs. Parce que je suis au Bernardin, que je vous le dis ça un peu plus près, mais quand on lit Laudato Si, en fait, l'encyclique du pape de 2015 sur la justement justice sociale et environnementale, il fait vraiment le lien. Alors il le met avec une dimension théologique, mais il fait vraiment le lien entre le fait qu'on s'est senti séparé de cette nature et de manière dominante. Et c'est pas du tout, j'allais dire, ce qui est écrit dans le livre en plus. Donc, comment est-ce qu'on peut justement raisonner non plus de manière séparée, mais systémique? À partir de là, être capable de se dire que dès qu'on fait quelque chose, forcément, il y a l'adage ne fais pas à autrui ce que tu ne voulus pas qu'on te fît. C'est peut-être aussi une manière d'être fraternel. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut travailler ça autrement ? Et cette notion d'interdépendance qu'on évoquait aussi hier également, hier après-midi avec Marc de la Ménardière, sans forcément la dimension religieuse. D'ailleurs, rappelez simplement que la fraternité, c'est un constituant de notre devise et de notre pays. Donc cette crise peut-être aura remis de la fraternité dans nos entreprises, qui seront aussi, d'ailleurs, selon vos mots, peut-être, qui auront un rôle politique, dans le sens noble du terme, à jouer, évidemment, dans les prochaines années. Et si on reprenait, d'ailleurs, le livre de Pascal Demurger, qui disait que l'entreprise ne sera politique ou ne sera pas, sera politique ou ne sera pas au XXIe siècle. Merci beaucoup, Jean-François Boisson. Vous restez, bien sûr, avec nous. On a le plaisir, dans quelques instants, de retrouver nos deux grands témoins, Philippe Bihan et Gilles Bocaveille, juste après
ce jingle pour le débrief. Voilà, on retrouve Gilles qui se réinstalle confortablement. Philippe est en duplex, toujours avec nous. Parfait, impeccable. Toujours dans le beau soleil de Brest et la lumière de Brest. Philippe Billon. Je n'ai pas bougé, j'étais très attentif. Magnifique, merci beaucoup. C'est impeccable, comme l'ensemble évidemment de notre audience, de notre public ici. Bon, allez, très spontanément, peut-être Philippe, on va commencer avec vous. Priorité au distanciel. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir finalement? Il a été dit beaucoup de choses. On évoquait à l'instant cette question du rôle politique dans le sens noble du terme de l'entreprise, d'une entreprise comme une cellule résiliente par rapport à ces crises que nous vivons, crise financière en 2008-2009, crise sanitaire et sociale, un petit peu économique évidemment en ce moment. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de l'intervention de Jean-François Boisson? Quels en sont les faits marquants selon vous? Très intéressant l'intervention de Jean-François, extraordinaire. Des points, je pense qu'il y a deux choses dans la résilience. Il y a la résilience instantanée, hein, voilà, du jour au lendemain, il y a le ciel qui nous tombe sur la tête. Comment on peut trouver des solutions pour voilà, que l'entreprise ou la famille ou quoi que ce soit, voilà, perdure encore dans le temps. Et puis après, c'est plutôt la réflexion. Voilà, dès qu'on a imaginé un petit peu sa résilience, on a travaillé sur la résilience instantanée. Comment on travaille pour mettre en place une future résilience ou une nouvelle organisation parce qu'on sent que notre environnement a changé, le paradigme change et donc on a envie de passer à autre chose. Parce que moi, d'une façon fondamentale, je trouve que l'humain, je pense qu'il va oublier la crise en tant que tel, l'humain. Par contre, le salarié et le manager, enfin le chef d'entreprise, voilà, il faut qu'il change complètement de système de management parce que voilà, je pense que tout le monde a souffert de la crise. Enfin, le salarié a souffert de la crise. Les entreprises ont souffert de la crise. Voilà, je pense qu'on a besoin de réfléchir à notre futur mode de management, à notre future organisation aussi avec nos salariés. On a connu le télétravail, plein de choses comme ça, ou l'arrêt, l'activité partielle, donc des choses qui ne sont pas forcément très agréables pour les salariés, parce que la partie sociale ou sociétale a été un peu secouée. Donc je pense que voilà, on a besoin de réfléchir. Je ne sais pas si on a la solution à l'instant T là, mais réfléchir à notre futur modèle de management sur les années à venir. Alors, par rapport à ça, je trouve que, en fin de compte, des héros, je pense, c'est peut-être la solution. Parce que les réflexions que l'on a tous ensemble dans les chantiers sur les différents DRO régionaux, je pense qu'on n'a pas forcément la solution, mais on travaille sur des choses qui peuvent quand même nous aider. Et je pense que c'est un outil qui sera essentiel sur le développement de l'entreprise. Le travail qui sera fait en local chez les DRO. Et puis, par rapport aux DRO collectifs, je pense qu'on arrivera également à trouver des solutions ensemble pour remettre un petit peu toute cette économie et ce management un petit peu dans le bon ordre. Merci Philippe pour cette restitution. En effet, c'est toute la vocation et tout le propos de ces universités, de cette 4e édition, justement interterritoire. Eh bien, c'est d'essaimer, c'est d'inspirer. Et les propos de l'intervention de Jean-François, bien sûr, en est parfaitement l'incarnation, l'exemple. Gilles, qu'est-ce que vous avez envie de retenir, vous? Une synthèse évidemment pas exhaustive, très subjective, de ce que vous avez envie de retenir des propos, des engagements de Jean-François. J'ai retenu la liste des éléments coopération, prendre soin, partage du pouvoir et rappelle-moi le 4e, le sens évident dès le départ. Le sens avec la fameuse raison d'être à penser. Moi, je retiens, nous travaillons sur la raison d'être comme beaucoup d'entreprises. C'est très lié effectivement au sens que donne le chef d'entreprise. Ce n'est pas la raison d'être du chef d'entreprise, c'est celle de l'entreprise. Il ne faut pas faire la confusion. Sur ce point-là, je m'aperçois que c'est relativement facile à exprimer une fois qu'on y a bien réfléchi. Mais la réflexion prend du temps, paradoxalement, alors qu'on ne fait que de parler de ce que l'on fait. C'est étonnant comme il faut du temps pour arriver à exprimer ni plus ni moins ce que l'on fait. Nous avons fait cette expérience et nous sommes arrivés effectivement à retrouver le vrai sens que nous produisons. Pour ce qui est de la coopération,
il ne faut pas entendre par là transformer toutes nos entreprises en coopératives. La coopération, ça peut se faire à bien d'autres niveaux. J'ai rencontré dans la période crise, comme toute entreprise qui était affrontée à une baisse d'activité au lendemain de la fermeture de tous les restaurants dans mon métier, à une réduction drastique du chiffre d'affaires. La coopération, ça a été de trouver tout de suite d'autres collègues, à peu près dans la même situation que moi, et de trouver des moyens d'exister dans cette période très rapidement. Et c'est parce que nous avons partagé nos compétences que nous n'avions pas, nous les communiquions à l'autre très rapidement, que nous avons découvert qu'ensemble on était capable de faire des révolutions contre toute attente. Et donc c'est une forme de coopération. Le prendre soin, c'est une évidence, et surtout dans la période, on a blessé des gens, on les a écartés, on les a mis à distance. Certains n'ont pas toujours compris l'écartement d'un chômage technique ou d'un chômage partiel. Il a fallu les récupérer tout en leur disant c'est pas une défiance à votre égard, mais c'était une situation pour ne pas compromettre toute la confiance bâtie préalablement. Donc voilà, on se connaissait pas dans cette période-là, mais je remets des mots sur ce que nous avons vécu. Merci beaucoup, Gilles, pour cette restitution, en tout cas, je le disais, très, très, très subjective, très intéressant. Il ne faut pas confondre la raison d'être du chef d'entreprise et la raison d'être de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un risque de confusion, Jean-François Boisson ? Je pense pas. Et enfin, il faut même prendre en compte les raisons d'être individuelles. C'est-à-dire que chacun vient dans l'entreprise pour une raison bien particulière. Dans l'entreprise. Il y en a qui vont venir parce que c'est valorisant, il y en a qui vont venir parce que, je sais pas, peu importe. Mais alors, si on n'honore pas ces raisons d'être-là, individuelles, ça fonctionne pas. Et donc, tout le travail, c'est d'arriver à les harmoniser ou les aligner le plus possible, sachant que l'alignement parfait ne fonctionne pas, avec la raison d'être de l'entreprise. Donc, c'est le je et le nous qui s'articulent. Et là où il y a la meilleure superposition, donc c'est pour ça qu'on est capable en tant que dirigeant d'y passer une énergie juste incroyable, c'est entre la raison d'être du dirigeant et la raison d'être du collectif. Mais comme tu l'as dit très justement, c'est pas la même chose. En revanche, elles sont particulièrement alignées. Voilà. Mais il faut bien prendre aussi en compte les raisons d'être individuelles. Ça, c'est du boulot. Alors justement, ça tombe très bien parce qu'on a une question de quelqu'un qui nous écoute avec attention, à nos auditeurs, auditrices. Une raison d'être, nous demande-t-elle, doit être partagée, donc co-construite et évolutive, donc consensuelle. Est-ce que c'est une limite ? Alors on peut lui répondre évidemment, ouais. Parce que alors je ne pense pas qu'une raison d'être doive être consensuelle du tout. Le risque, en tout cas tel que je comprends le mot consensuel, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec cette raison d'être. C'est une très mauvaise idée parce que une raison d'être, elle doit être clivante parce que sinon elle emmène personne. Si vous servez une soupe tiède, personne va suivre. En revanche, si vous êtes capable de dire c'est par là et voilà pourquoi c'est par là et il faut y aller avec ses tripes, avec son cœur, là vous allez emmener des gens. Et il y en a qui vont partir. Tandis que si vous faites une soupe tiède, vous êtes au risque qu'en tout cas tout le monde puisse s'accommoder parce que tout le monde aura trouvé son compte dans le truc. C'est pas bon. Hein. Voilà, donc ne faites pas de soupe tiède, s'il vous plaît. Bon, pas de consensus, voilà. Alors effectivement des engagements forts. Une autre question, et merci à eux, de nos amis de DRO Anjoumen, qu'on salue évidemment. Comment partager la raison d'être avec l'ensemble des collaborateurs dans un contexte complexe ? Entre parenthèses, on nous explique collaborateurs évidemment sur des sites distants pour des organisations parfois décentralisées ou des BU qu'ils sont, et en petit nombre et à temps partiel avec l'évolution évidemment de ces pratiques du travail et des accords d'entreprise. C'est sûr que c'est des complexités, mais après il y a plein d'outils aujourd'hui. Alors encore une fois, merci le Covid, où on peut faire une partie du travail à distance. Avec soit des outils vidéo, soit des outils de vote ou de travail collaboratif. Vous prenez Klaxoon, vous prenez, il y en a plein des comme ça. Hein. Vous pouvez vraiment faire du travail à distance. Ça ne remplace jamais le contact entre les gens. Moi, j'aime bien dire, il y a l'app et puis il y a l'apéro. Hein. Si vous faites que l'app et que vous oubliez l'apéro, vous perdez des gens. Et donc, comment est-ce qu'on peut retrouver ? Il ne s'agit pas que ça soit tout le temps. En fait, on est rentré, je fais pas de politique, mais on est rentré quand même dans un monde du et en même temps.
Donc Chacun verra la référence et comprendra la référence. Mais Jean-François on est Bossuet. vraiment dans ce monde de paradoxes où on doit arriver à gérer des paradoxes et à se dire c'est pas grave en fait. Oui, on peut avoir des gens en même temps très loin, tout ça, et puis on travaille par Zoom ou je sais pas comment. Oui, c'est pas top, mais en même temps on travaille avec eux et en même temps on trouve des moments de convivialité. On appelle ça des summits, on appelle ça des comme on veut, des réunions, ou même localement en fait, et on recrée du lien. Voilà, c'est les deux. Et donc comment on anime ça? Eh ben oui, il faut c'est un mélange des deux. Donc, il faut des gens qui savent travailler en intelligence collective, qui sont capables d'aller solliciter, de faire remonter. Enfin, voilà, des gens comme la Maïf ont fait ça pas mal, globalement, je trouve. Ils l'ont fait collectivement. Je ne sais pas combien ils sont, 12 000 personnes à la Maïf. Voilà, donc c'est possible. Voilà. Y compris que des gens à temps partiel. Oui, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais voilà, c'est pas impossible du tout. Bon, on évoquait justement Pascal Demurger il y a quelques instants, mais vous l'évoquez avec la Maïf. Peut-être une question depuis notre public en présentiel. Avant ça, et pour leur donner le temps de se manifester, ils lèveront la main ou ils se présenteront, ils auront la gentillesse de se présenter avant de poser leurs questions. Est-ce que vous croyez quand même à la nécessité, au besoin de ramener tout le monde dans les organisations aujourd'hui pour justement asseoir cette résilience? C'est une condition nécessaire, un sine qua non? Ben, c'est sûr que les gens qui ont pris l'habitude d'être 100% de leur temps loin, et qu'il n'y a pas un risque de décrochage, et qui, quand même. si, bien sûr, qui trouvent leur compte. Comment on est capable de garder En fait, vraiment, on est toujours dans l'entreprise le curseur entre le jeu et le nous. Le gars qui vit 5 jours sur 5 à Bordeaux, alors que la boîte est à Paris, ben en fait, on a mis le curseur très loin dans le jeu et pas beaucoup dans le nous. Et donc, petit à petit, son lien au collectif va s'effriter. Pas tout de suite, ça va prendre un peu de temps, mais c'est sûr et certain, c'est normal, c'est humain. Et donc, la question, c'est pas tout le monde à 100% sur place ou tout le monde à 100% à distance. C'est comment est-ce qu'en fonction des métiers, théoriquement, un commercial, il n'est pas souvent au bureau. Ou alors, a priori, c'est plutôt mauvais signe. C'est mauvais signe. Voilà. Donc, on a déjà l'habitude un peu de ça quand même sur certains métiers. Mais comment est-ce qu'on est capable justement de panacher? Et alors, je trouve que les chartes du télétravail, elles sont assez utiles pour ça, parce que si on est capable collectivement de se dire ce qui est acceptable, je reprends l'exemple du collège de Bernardin. Il y a au début, les gens disaient on va prendre 4 jours à distance. Et en fait, ils se sont rendus compte que tout le monde ne pouvait pas vivre avec l'idée d'être 4 jours à distance. Donc, pouf, c'est redescendu à 2 jours. C'est bien 2 jours, avec un double volontariat du salarié, volontariat du manager. C'est hyper souple. Ça fonctionne. Alors, ça fonctionne au collège des Bernardins où c'est plutôt du travail intellectuel. Maintenant, il y a peut-être d'autres domaines où c'est pas adapté, mais voilà, c'est sûr que parfois, il n'y a peut-être pas le choix. Il y a des entreprises qui ont, pour faire des économies, plus du tout de sièges, par exemple, ou plus du tout de bureaux. Bah, super. Ils n'ont pas le choix, donc ils le font. Je souhaite en tout cas, ça les empêche pas d'organiser régulièrement des moments où les gens se retrouvent localement, nationalement, où ils échangent, ils partagent avec de l'animation, des jeux, j'en sais rien, mais faire en sorte qu'il y ait du lien et qu'il y ait de la relation et de l'interaction sociale. Voilà. On l'a bien compris. Une question depuis notre public. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Merci de vous présenter et puis de poser votre question ou faire votre remarque. On vous écoute. Donc bonjour, donc Olivier Clanchin, Tribal Loyal. Merci beaucoup pour cette présentation, cette réflexion sur la résilience et comment l'entreprise peut s'adapter à tout ça. Je pense aux nouvelles générations, aux jeunes aujourd'hui, avec des systèmes éducatifs qui sont aussi un peu sur les anciens modèles. Quels pourraient être les quelques conseils aussi que vous pourriez donner à ces jeunes pour se préparer, s'ouvrir et peut-être aussi être en quête de leur résilience? Merci beaucoup pour votre question. Jean-François, je vous laisse évidemment vous retourner vers nos amis qui nous suivent en distanciel, du côté de Brest, d'Angers bien sûr, et de Nantes qu'on aura le plaisir de retrouver tout à l'heure. Moi, j'ai quelques ados et des jeunes pros à la maison, donc ça me parle un petit peu. Et avec beaucoup de modestie, parce que évidemment, il n'y a pas de réponse, j'imagine, qui soit complètement universelle. Hein, ça dépend beaucoup de chacun et de chacune. Et c'est un sujet, moi, qui me préoccupe, c'est je me dis, mais puisque 2030, c'est dans pas très longtemps quand même. Hein. Donc en fait, je vais voir, ils vont être en plein dans leur vie d'hommes et de femmes. Voilà, ils vont être confrontés à cette bousculade qui, je pense, va être sans doute plus aiguë que ce qu'on a vécu pendant le confinement. Comment ils sont capables demain de traverser les crises, leurs crises à eux et les crises du monde. Je reprends mes principes de résilience. Comment est-ce qu'ils donnent du sens à leur vie? Alors, ça peut être du sens spirituel, ça me touche, mais c'est personnel, mais ça peut être du sens lié à de l'action collective, associative, ça peut être on veut faire du bien au monde, enfin voilà, comment, et je pense que
beaucoup de jeunes sont malheureux et voilà, certains, enfin, je sais pas, violence, drogue, j'en sais rien, mais en tout cas, sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de sens dans leur vie. Donc, comment on est capable, nous, adultes, de leur donner les moyens de trouver le sens de leur vie? Hein, donc, c'est eux qui trouvent, hein, c'est pas nous qui donnons. Deuxièmement, comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner de manière écosystémique? Donc, comment est-ce qu'ils peuvent créer des liens non prédateurs le plus large possible? Comment est-ce qu'ils peuvent s'ouvrir les chakras avec, je sais pas, des gens qui sont pas comme eux, avec des musiques qui sont pas comme eux, avec des activités qui sont pas comme eux? Alors partager le pouvoir, c'est peut-être un peu plus compliqué comme espace parce que bon, et encore que, mais la question aussi du prendre soin. Hein, comment est-ce qu'ils sont attentifs à leurs petits camarades qui vont pas bien ou qui sont ou même aux gens dans leur environnement. Hein. Voilà. Donc je pense que s'ils sont capables de travailler déjà ces 3 leviers de résilience, à mon avis, on sème des bonnes graines. Voilà. Jean-François Boisson, secrétaire général du Collège des Bernardins à Paris. On peut l'applaudir évidemment ici et puis depuis chez vous. Vous nous suivez en direct sur cette 4e édition des universités d'économie responsable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir d'échanger. Gilles, j'ai envie de vous donner le mot de la fin, le mot de la conclusion. Quelques mots pour conclure cette séquence rennaise, bretonne évidemment, dans ce lieu magnifique, il faut le rappeler, très très inspirant. Vraiment, ces moments de début de matinée ont été hyper sympas autour des œuvres d'art et peut-être ont conditionné quelque part nos échanges. Ce lieu magnifique du Micalab. Hein. Ben, puisque tu me tends la perche, nous sommes effectivement dans un lieu où, il y a 30 ans, un artiste qui est représenté ici par un fauteuil qui est juste derrière toi, je pense qu'à l'image vous le voyez, imaginez comment utiliser de vieux tissus pour faire un fauteuil avec des sangles dont on se sert pour sangler dans les industries. Il n'avait pas d'argent, il était prétendant à un travail d'artiste et il l'a fait. 30 ans après, c'est une œuvre de référence. Donc il y a 30 ans, cet homme-là nous a inspirés. Mais aujourd'hui, on le revisite avec honneur. C'est intéressant de voir comment les artistes ont un regard très, très anticipateur sur ce qui se passe. Aujourd'hui, cette même association, pendant la crise, a créé un masque. Et oui, pendant qu'on est tous en train de se mettre des masques en papier sur le visage, à partir de matériaux recyclés, ça vous paraît dingue, notamment de coquilles d'huîtres, combinées avec un polymère pour en faire un produit d'extrusion et de construction mécanique. Comment ils ont fait ça? En imaginant comment on pourrait demain vivre. Et ils nous ont fait un petit produit. Alors je suis désolé, je l'avais là et je l'ai perdu tout à l'heure, mais voilà, comment on pourrait imaginer notre avenir qui pourrait être très différent de porter un masque. Gilles Bocabaye, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de DRO Rennes. Merci également à Philippe Billan. Pendant ce temps-là, vous montrez le masque, le fameux masque. Imaginez le masque que nous pourrions avoir demain en matériaux recyclables. C'est-à-dire un masque qui effectivement protège tout le monde, nous protège, mais nous serions placés dans notre fenêtre et notre maison. Il faudrait peut-être qu'on y pense. À réfléchir, on se quitte effectivement sur ces bonnes paroles, cette inspiration. Merci beaucoup à Philippe Billan depuis Brest. Évidemment, on salue nos amis brestois qui étaient évidemment très sympathiquement avec nous. C'était important qu'on soit connectés. Effectivement, comme le disait François Guérin, on vit le même moment sur des territoires différents, mais on le partage collectivement. On va continuer de le partager, bien sûr. On vous donne rendez-vous à 14h15 en direct pour le live. C'est du côté de Nantes et de Sétic. Ça se passera évidemment avec François Guérin qui sera évidemment à mes côtés. On retrouvera David Le Glaner, on retrouvera Rob Spiro, Imagination Machine, Sylvie Cazenave-Perret pour Poisson Packaging. Grand plaisir de retrouver cette capitaine d'industrie au long cours et bien sûr Pierre Veltz pour la conférence. Il sera fondamentalement question de futur désirable. C'est tout le propos également de cette 4e édition des universités de l'économie responsable. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour vos contributions, vos questions, merci à notre public et merci bien sûr à Mickaël Chénaud pour ce lieu magnifique dans lequel on était évidemment sympathiquement accueillis ce matin. À tout à l'heure, très bientôt, excellent appétit. Au revoir.